Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, autrement appelée Fondapol. Fondapol qui publie une étude en août dernier intitulée « Mutation politique et majorité de gouvernement dans une France à droite », tirée de 3 enquêtes. L'une le lendemain du premier tour des élections présidentielles, l'autre du second tour et enfin le lendemain du, ce qu'on appelle vulgairement, le 3e tour des élections législatives. Et alors c'est intéressant parce que j'avais déjà suivi les enquêtes de Fondapol en octobre 2019 sur le risque populaire en France, c'était votre volume 1, suivi d'un volume 2 et 3 en octobre 2020. Et finalement, ce risque populaire dont vous parliez déjà... Populiste à l'époque. Populiste, pardon, oui, tout à fait, non, je me trompe. Ce risque populiste dont vous parliez déjà en 2019, là, on est dans l'aboutissement de ce que vous avez déjà pointé du doigt en 2019. Donc c'est bien ce que vous décrivez dans cette étude. Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez raison de souligner ce point. Les 6 enquêtes menées précédemment, à partir de 2019, auprès chacune de 3000 personnes, cherchaient non pas à deviner, mais à comprendre quelles étaient les forces à l'œuvre dans la société française et vers quel type de scrutin on se dirigeait. Et on a bien vu la poussée spectaculaire de l'intention de s'abstenir, la poussée importante de l'intention de voter pour des partis anti-système, et finalement le soutien très important, la sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes, qui était éteint, mais la sympathie est restée vive. Et donc on voyait bien, au fond, on attendait nous le jugement électoral, qui est quand même le point de vérification. Eh bien les élections législatives qui viennent de se terminer, après les 3 études menées, comme vous venez de le rappeler, montrent que c'est exactement ce qui s'est produit et que nous avons franchi une nouvelle étape dans notre histoire électorale en faveur de cette protestation électorale qui est la notion qui nous intéresse. Alors, on va aller dans le fond, évidemment, de cette étude, mais d'abord, on peut en tirer une première conclusion, c'est que de l'étude, de sondage que vous pouvez faire jusqu'au bulletin de vote, finalement, on s'est beaucoup posé la question sur les instituts de sondage, etc. Là, on voit bien une linéarité, malgré tout, entre l'étude et le vote. Exactement, c'est pas toujours le cas, effectivement, mais au fond, moi, je comprends cette bonne relation, cette compréhension, je ne veux pas dire prévision, parce que ce n'est pas le but de prévoir, c'est de comprendre les forces à l'œuvre, encore une fois, mais effectivement, cette relation, je veux dire, harmonieuse entre les anticipations que nous avons pu observer, qui rétrospectivement s'avèrent pertinentes, et les résultats. Il y a quand même des conditions méthodologiques et pratiques qui les autorisent. On a quand même fait à chaque fois des enquêtes auprès de plus de 3000 personnes. Oui. Vous le rappeliez, pour la dernière séquence présidentielle et législative, c'est 3 fois 3000. On a fait 6 fois 3000 auparavant. Ça compte beaucoup d'avoir systématiquement un échantillon très important. 1000, c'est un peu court. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est un peu court, un peu fragile. Il peut y avoir des nuances qui manquent. Des nuances qui manquent et parfois qui sont des nuances importantes qui, à la fin, typiquement, par exemple, ne pas arriver à voir l'abstention gonfler, se prendre de l'importance, c'est manquer une bonne partie du mouvement, puisque l'abstention, par le retrait, le fait de suspendre sa participation électorale, temporairement, parfois définitivement, a des effets très importants sur le poids de ceux qui vont aller voter ensuite, puisqu'ils ont plus de poids. S'il y a moins d'électeurs par l'abstention, ceux qui vont voter ont plus de poids sur la décision. Est-ce que vous diriez, et après on va vraiment dans le fond du sujet, est-ce que vous diriez aussi que ces sondages peuvent avoir un effet prédictif autoréalisateur ? Je ne crois pas, ça, par contre. Je serais assez convaincu de la thèse. Là, je ne crois pas du tout que l'on puisse performer ou, comme l'on dit souvent, fabriquer l'opinion. Je crois que les résultats électoraux ainsi que les préférences d'opinion, lorsqu'elles s'expriment sur des sujets importants, sont le résultat de la situation historique dans laquelle se trouvent les personnes interrogées, de leur système d'intérêt, de leur système de conviction. Et les sciences sociales ont largement montré ça, il est très, très difficile de faire
de convaincre quelqu'un, disons, d'avoir une vision de la réalité du monde qui est contradictoire avec à la fois ses convictions et aussi ses intérêts, son histoire, son système de valeurs. D'accord. Alors, allons dans le fond de cette étude très fouillée, avec plusieurs grandes lignes, on va dire, de conclusion, de bilan de cette étude. Vous parlez notamment de la hausse de cette protestation électorale qui se fait notamment remarquer du côté du Rassemblement national et du décrochage des partis du gouvernement. Voilà. Alors, la protestation électorale est une notion que j'utilise pour mesurer terme à terme notre situation politique. On inclut, en sachant qu'il y a des différences entre chacun des comportements, on inclut dans cette catégorie de protestation électorale l'abstention, et on ne s'abstient pas toujours pour des raisons protestataires, mais nous considérons que principalement c'est le cas, on a essayé de le mesurer dans cette enquête. Le vote blanc, qui maintenant se distingue du vote nul, donc on a une espèce de mesure depuis 2014, de mesure plus pure de ce geste étonnant, difficile à interpréter, mais qui manifeste un rapport critique à l'élection, à l'offre en tout cas, hein, même si on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, on peut deviner quelques éléments. Et puis le vote pour les candidats ou les partis que je qualifie d'anti-système, ça ce sont les votes protestataires. Alors je suis désolé, parce que ça rend les choses un peu compliquées. Les votes protestataires sont une composante de la protestation électorale. Et dans ce cadre-là, on observe en effet une très forte progression des votes protestataires, dont la principale part en 2022 est pour nous représentée par Marine Le Pen, Mélenchon et Zemmour. Donc c'est un exemple, c'est la composante la plus importante, mais cette protestation sous la forme d'un vote protestataire, elle a passé largement la barre de la majorité en 2022, c'est une première évidemment, faut-il le dire. Ça représentait 29%, moins de 30%, le fameux 21 avril 2002, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est loin, et en même temps, c'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, on est à pratiquement 56%. Donc, c'est une véritable explosion. Et la composante de droite progresse beaucoup plus que la composante de gauche de cette protestation. La composante de droite progresse de 5 points entre 2017 et 2022. Elle progresse de 2 points et demi pour la gauche entre 2017 et 2022. Donc il y a non seulement une poussée de la protestation électorale et en particulier de vote protestataire, mais une poussée plus importante à droite. Et le résultat, vous l'avez dit, c'est que les partis de gouvernement, les partis classiques que nous connaissions très bien, sont touchés par l'érosion de leurs électorats. Alors c'est très spectaculaire pour le PS et pour les Républicains, mais ça commence aussi pour le macronisme. C'est ce que vous dites, oui. C'est très intéressant en effet. Mais je voudrais qu'on revienne à vraiment une information qui m'a choquée, en tout cas qui est vraiment nouvelle je pense, c'est que le Rassemblement national non seulement perce dans les urnes et dans l'opinion, vous le soulignez, vous pouvez peut-être en dire un mot aussi, mais qu'en plus les idées du Rassemblement national trouvent désormais un soutien dans l'électorat de gauche. Oui, et c'est pas nouveau en fait, hein. C'est pas nouveau. On a souvent passé ça sous silence, par ignorance ou par des intérêts ou je ne sais quoi, ou un confort devant cette idée. Oui. Mais une bonne partie de la gauche se retrouve... Alors, quelle gauche ? Alors, la gauche protestataire, justement. La gauche protestataire... Alors, LONPA, par exemple, c'est une gauche protestataire, même que je qualifie de révolutionnaire au sens propre. Elle est marginale en même temps quantitativement. Mais il n'empêche que sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, sur les questions de régalien, elle se retrouve dans ce genre d'idées. Alors, pas entièrement, mais de manière très significative. Plus du quart, près du tiers, selon les questions. On y trouve aussi une partie de la gauche, PC, LFI, pour une partie là aussi, ça n'est pas majoritaire, mais c'est significatif, le quart, le tiers. Ce serait finalement le bloc populaire dont a parlé Jérôme Sainte-Marie, qui se retrouve un petit peu entre le RN et les LFI. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait, parce que on sait pourtant, on le savait déjà, ça, on l'a répété à maintes reprises, les uns les autres, que l'électorat du FNRN est devenu l'électorat le plus populaire, sociologiquement parlant, avec des ouvriers plus nombreux qu'ailleurs, ça nous le savions bien, et ces ouvriers, et ça rappelle l'histoire électorale du FN, le Front National ne s'est pas développé uniquement grâce aux apports venus de la gauche, mais
il s'est développé aussi grâce à ses apports. C'est ce que Pascal Perrineau appelle le gaucho-lepénisme, qui s'est développé à partir de 83-84, lorsque le Parti communiste s'est trouvé impliqué dans la majorité mitterrandienne à ses dépens. On a vu aller vers l'abstention et puis vers le FN une partie des électorats de gauche, en particulier gauche populaire, et puis ensuite passer de l'abstention au vote FN pour une autre partie, en 2 temps, si vous voulez. Donc voilà, c'est une histoire qui est constante, ça. Et je dirais d'une certaine manière, on sait bien que dans l'histoire de ce type de droite, la composante ouvrière populaire a toujours été très importante. Et on trouve maints travaux qui montrent que dans les années 20, dans les années 30, en France comme ailleurs en Europe, au sein de la classe ouvrière, les idées nationalistes, les idées autoritaires sont très présentes. Et c'est quelque chose qui est très connu des sciences sociales. On l'avait peut-être oublié, mais c'est une donnée très massivement montrée. Mais si, comme vous l'expliquez, finalement, ce parti donc, du Rassemblement national évolue, en tout cas, vers un électorat plus populaire et de plus en plus reconnu pour son électorat populaire, et donc, j'imagine, évolue de l'intérieur et oriente aussi ses objectifs en fonction de son électorat. Est-ce que ce Rassemblement national est le même que celui d'il y a 20 ans ? Certainement non, parce que tout change et que l'histoire est un cours puissant. Personne ne reste indemne, donc ça change. Mais c'est aussi parce qu'il y a des apports sociologiques nouveaux. Ça, on le voit bien aussi dans notre étude. Pour prendre une échelle de temps très courte, 2017-2022, et terme à terme, la comparaison est très intéressante, puisque dans les 2 cas, Marine Le Pen était au second tour. Le vote des cadres en faveur du RN, de la candidate FN, est multiplié par 5. Les couches intermédiaires sont 3 fois plus nombreuses à voter pour qu'elles ne l'étaient en 2017, en 2022. Donc il y a un embourgeoisement, je dirais. On monte, si vous voulez, dans les catégories sociales. C'est peut-être d'ailleurs un effet de la candidature Zemmour, ça, qui a amené, peut-être, moi j'en ferai l'hypothèse quand même, qui a amené une partie de la droite bourgeoise à sortir de l'abstention du vote LR, et en fait, comme dans un sas, après la déconvenue d'Éric Zemmour, tourner vers le vote utile, entre guillemets. Voilà, on va plutôt voter, s'abstenir pour parti et voter. L'abstention est très importante, c'est un des aspects de notre étude. Il y a des réserves de voix très importantes. C'est ce que vous expliquez. L'abstention cache encore une réserve électorale pour le Rassemblement national. Voilà. Le jour où le Rassemblement national réussit à percer, on va dire, cette bulle de l'abstention, là, il peut y avoir des élections vraiment différentes. Absolument, avec une réserve, mais c'est tout à fait ça. Avec tous les partis, bien sûr, les auditeurs l'imaginent bien, tous les partis ont dans leurs sympathisants des abstentionnistes, mais plus ou moins. Et nous avons vu que 55% des électeurs de Marine Le Pen à la présidentielle 2022 ne sont pas allés voter aux législatives, qui pourtant ont été un succès historique pour le RN. Donc il y a une énorme réserve. Et c'est, pour aller vite, pour pas multiplier les chiffres, c'est le parti qui a le plus de réserve du côté des abstentionnistes. Donc en effet, il y a cette poussée potentielle. Et puis, il faut rappeler que entre 2002 et 2022, donc en 20 ans, le père et la fille, mais on est quand même passé de grosso modo 20% à 42% au second tour. C'est une progression spectaculaire qui indique bien cette espèce de montée en puissance du candidat FNRN, qui a des effets sur l'ensemble de la droite de parti. Je ne parle pas de la droite de sensibilité qui va plus loin que ça, mais la droite de parti, en gros LR, Debout la France, Reconquête... Oui, elle dévitalise les autres... Absolument. Et alors la limite quand même, c'est très important de le rappeler, c'est que les électeurs, y compris au sein du RN, les électeurs du RN, je veux dire, mais tous les électeurs en général, ne veulent pas mettre en péril l'Europe et l'euro. Et là, c'est une espèce d'obstacle
très important pour le RN. C'est la même chose. Même si aujourd'hui, ils ne se disent pas opposés à l'Europe et l'euro. 70% à peu près des électeurs du RN ne veulent pas quitter l'euro, pas l'Europe. Donc il y a des explications très intéressantes à ce sujet, très pragmatiques. C'est le patrimoine matériel personnel. Je ne vais pas le jouer dans une élection. Et quand on a une vision négative de ce que les politiques ont fait, on peut aussi expliquer cela. Je ne vais pas leur confier mes économies, en quelque sorte, la valeur de mon épargne, de mon patrimoine, même s'il est modeste. Je souligne que ce mouvement de ralliement plus ou moins honteux à l'euro est observable en Italie. Giorgia Meloni fait la même chose. Ça s'est fait en Autriche. Ça se fait en Allemagne avec Alternative for Deutschland. C'est un mouvement général. Il y a un obstacle là qui est les gens n'y croient pas et ne voudront pas risquer l'euro. Donc ça oblige le FNRN à rentrer dans le rang, entre guillemets. À rentrer dans le rang. Je ne sais pas comment on fait pour rester un parti anti-système, le parti qui dit tout haut, le parti qui n'est pas comme les autres, quand on a rejoint plus ou moins confusément l'euro, ça a quand même des effets très profonds. Alors c'est justement la question que je voulais vous poser, si pour finir, on ouvre un tout petit peu les perspectives pour la suite. Donc ce parti contestataire de protestation qui aujourd'hui finalement, comme vous l'expliquez, rentre doucement dans le rang, on l'a vu à travers les élections et à travers même son idéologie. Comment vous voyez la suite aujourd'hui ? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles protestations autrement, seulement par la rue, qui ne seront plus représentées par les partis ? Ça, c'est une tendance d'abord que l'on peut imaginer parce qu'elle est déjà présente. On voit bien que de mille façons, la conflictualité échappe aux syndicats organisés existants, aux partis organisés existants. Je dirais encore une fois, les Gilets jaunes ont été un exemple spectaculaire. Donc c'est une conflictualité qui peut être en dehors des partis, mais il faut ajouter quand même que en ce qui concerne les électeurs de droite, les citoyens de droite, nous n'avons pas cette tradition de contestation hors du cadre démocratique, politique, partisan. C'est pas souvent souligné, ça. Hein. Pour le moment. Pour le moment, absolument pour le moment. Et donc, il y a encore cette idée que c'est comme cela que les problèmes seront réglés, que les décisions seront prises. C'est aussi sur cette hésitation d'une partie de l'électorat de droite, abstentionniste ou participatif, cette hésitation sur l'utilité du vote que se joue, au fond, l'avenir, à la fois en termes de paix civile et sociale et politique, mais aussi de résultats électoraux, puisque là, on voit bien que le RN est le parti qui se porte le mieux à droite sur le plan électoral. Comme vous le disiez aussi, vous le rappeliez, dans l'étude, on le voit, sur le plan de l'opinion, il y a une tendance croissante. On a montré que le RN, avec Europe Écologie Les Verts, sont les deux partis avec lesquels l'opinion est le plus en accord, même si c'est le RN avec lequel l'opinion est le plus en accord en termes d'intensité, c'est-à-dire tout à fait d'accord avec eux. Et c'est intéressant, d'ailleurs, je l'avais lu, en effet, cette évolution pour le RN et le Europe Écologie Les Verts, qui sont deux partis qui sont vraiment radicalement opposés pour le coup. C'est très polarisé. C'est très marqué. Merci beaucoup, Dominique Régnier, c'est passionnant. Professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et je rappelle donc cette étude à retrouver sur votre site. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler votre site ? Fondapol.org. Fondapol.org, et cette étude est intitulée « Mutation politique et majorité de gouvernement dans une France à droite » qui a été publiée en août dernier. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.